Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. On va laisser un petit peu tout le monde arriver. Le temps que, Bonjour à tous. voilà, ça arrive tranquillement. On va prendre une petite minute. Alors, on a déjà plusieurs personnes qui ont repéré où était le chat voilà, hein, de Livestorm. Donc, c'est parfait. Merci à tous de nous montrer que le chat fonctionne bien. On se donne une minute pour démarrer. Et écoutez, on est parti. Aujourd'hui, la thématique, c'est « Je souhaite en savoir plus sur les métiers d'avenir ». Donc, cette thématique, elle intervient dans le cadre des semaines en évolution professionnelle qui se déroulent du 9 au 20 octobre cette année, avec quelques consignes, le temps que tout le monde se connecte pour que vous puissiez bien prendre en main l'outil. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Vous voyez. Alors oui, donc pardon, je vais prendre la suite de ma collègue Marlène qui a quelques problèmes de connexion. Donc vous avez l'onglet chat pour vos interventions, vos commentaires éventuels, et dans l'onglet questions, c'est là où vous avez la possibilité d'inscrire les questions que vous souhaitez poser. Vous avez également la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent également et que vous souhaitez voir remonter ou avoir absolument une réponse. C'est vrai que à la fin du webinaire, on va pouvoir balayer toutes les questions que vous aurez posées, mais s'il y a beaucoup de questions, on rencontrera peut-être des difficultés pour répondre à toutes, donc on choisira les questions qui auront le plus de votes. Alors Marlène et moi, on essaiera malgré tout de répondre à ces questions le plus possible durant notre intervention. Merci beaucoup Laetitia. Désolée pour cette disparition. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est un petit peu bizarre aujourd'hui avec Livestorm. Bon, c'est pas grave. Merci d'avoir tout expliqué Laetitia en tout cas. J'espère pouvoir Je rester t'en avec prie. vous jusqu'à la fin. Donc Ce qui est super, c'est que tu reviens à chaque fois. Donc du coup, je peux faire la petite intro et hop, tu peux reprendre la suite. Donc c'est parfait. Donc voilà, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, je ne sais pas pourquoi cette slide n'est pas à jour, il y a un petit souci. Donc je vous l'ai dit, les semaines de l'évolution professionnelle, c'est du lundi 9 au vendredi 20 octobre cette année. Et c'est organisé par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, à savoir l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anta RH Corse et Axis Martinique. Donc, on organise ça avec nos partenaires. C'est un événement national qui a lieu 100% en digital, qui est gratuit, accessible à tous et qui va placer l'évolution professionnelle au cœur d'une centaine de webinaires qui ont différentes thématiques. Donc, j'imagine que vous êtes passé par le site internet pour vous inscrire aujourd'hui à ce webinaire et vous pouvez évidemment consulter les autres webinaires quand vous le souhaitez dans les jours à venir, tout en sachant que vous aurez accès au replay à partir de lundi, dans 2 semaines. En fait, tout sera disponible en ligne. Vous pourrez évidemment revoir, si vous le souhaitez, les webinaires auxquels vous avez assisté ou alors en découvrir d'autres sans aucun souci. Voilà pour le cadre pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Laetitia Gamrasni. Est-ce que tu peux te présenter, Laetitia ? Oui, merci beaucoup Marlène. Donc Laetitia Gamrasni, je représente Transition Pro Île-de-France. Alors je vais vous parler un petit peu plus de Transition Pro et notamment de nos dispositifs d'ici quelques slides. Juste pour vous en donner un petit mot, Transition Pro est une structure que vous ne connaissez peut-être pas encore ou que vous n'avez peut-être pas encore reconnue. Pour ceux qui le connaissaient par le passé, on s'appelait avant le FONGECIF. Donc le FONGECIF s'est transformé au 1er janvier 2020 par Transition Pro et nous sommes présents dans toute la France, métropole et outre-mer. Il y a un Transition Pro par région qui peut donc vous accompagner et vous répondre concernant nos dispositifs de reconversion professionnelle. Merci, Laetitia. Donc moi, je suis Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat pour le conseil en évolution professionnelle. Je travaille pour le groupement Évolution
en Île-de-France. Et donc, moi, mon travail consiste à faire connaître ce service qu'est le conseil en évolution professionnelle. On va en parler un petit peu plus loin. On a déjà une première question de Céline qui nous demande quels sont les sites internet pertinents et au plus proche de la réalité à consulter pour se renseigner sur les métiers porteurs. Vous allez avoir des liens, Céline, ne vous inquiétez pas, ça va venir. On va mettre plusieurs liens dans le chat, mais restez bien sur l'onglet questions pour poser vos questions, comme Laetitia vous l'a expliqué précédemment. Ce qui est rassurant, c'est qu'en tout cas, Céline ne s'est pas trompée de webinaire. Webinaire. Céline, vous êtes dans le bon webinaire. Donc aujourd'hui, je souhaite savoir comment repérer les métiers d'avenir. Les objectifs de ce webinaire, c'est vraiment de se familiariser avec ces termes. On parle métier émergent, métier porteur, métier d'avenir. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? On va vous expliquer. Identifier aussi des sources d'informations fiables, donc des liens vers des sites internet qui sont effectivement pertinents et mis à jour, pour reprendre les mots de Céline. Et l'objectif, c'est aussi de découvrir des secteurs et d'autres métiers, peut-être vous ne connaissez pas. Donc, les métiers d'avenir, ça va être plus de métiers aussi au service des seniors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, la population française vieillit. On a plus d'un quart de la population qui a plus de 60 ans. Ça va évidemment encore s'amplifier. Ça veut dire qu'on va avoir une augmentation du nombre de métiers dans le domaine des services à la personne. Aide à domicile, aide-soignant, infirmier, tout ça. Ça va être des professions qui vont beaucoup recruter à l'avenir. Et en parallèle, ce qu'on appelle la silver economy, l'économie au service des personnes âgées, avec des nouveaux services, des nouvelles technologies qui vont créer des emplois qu'on appelle les emplois de demain, les emplois métiers de demain. On a également une transformation numérique des métiers aujourd'hui. C'est-à-dire que, il y a une étude qui a été publiée par Dell et l'Institut du futur en 2017, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Je pense que vous avez tous eu cette information. Aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle cognitive et la robotique, ça va transformer en profondeur des métiers qui existent et en créer des nouveaux dont on commence à deviner les contours. Avec par exemple les éthiciens, les psy-designers. Certains métiers de demain sont bien sûr une réalité, par exemple les data scientifiques, les pilotes de drones civils, les imprimeurs 3D. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui vont être accessibles à un niveau Bac+2 ou Bac+4, 5. Les essors de ces métiers technologiques, ça va aussi entraîner une augmentation, un développement, je dirais, des métiers du tertiaire, avec qui vont être de plus en plus nombreux, qualifiés. Et tout ça, ça va évoluer évidemment sous l'influence du numérique. Les métiers industriels vont devoir allier des compétences techniques et des compétences technologiques, mais on va avoir aussi des métiers plus écologiques, avec une transition écologique qui va créer des nouveaux métiers comme ingénieur écologue, expert de la biodiversité, mais qui va aussi transformer en profondeur des métiers existants, qui vont devoir intégrer ce qu'on appelle des briques de compétences vertes. Par exemple, aujourd'hui, les métiers du bâtiment sont déjà très impactés par les nouveaux enjeux du développement durable, et tout ça, ça va s'accentuer dans les années à venir. Donc, vers quel métier s'orienter aujourd'hui? Alors, on peut distinguer plusieurs thématiques, en fait, plusieurs thèmes, à savoir… excuse-moi, Laetitia, c'était à toi de prendre la parole. C'est pas grave. Donc, du coup, effectivement, vers quel métier s'orienter? Nous, on va forcément vous diriger vers des métiers émergents et en forte évolution. Parce que ce sont des métiers qui ont le vent en poupe, des métiers qui vont avoir des besoins aussi en recrutement et des métiers vers lesquels il va aussi y avoir de la tension. Donc, vous le verrez par la suite ce que c'est un métier en tension. Donc, les métiers émergents et en forte évolution, ça peut être suite à des innovations technologiques, ça peut être également suite à l'invention de nouveaux usages. Vous le savez, vous le voyez au quotidien, les usages évoluent au fur et à mesure des années. Les métiers porteurs également sont à cibler parce qu'ils ont un fort potentiel de recrutement et des fortes perspectives d'emploi. Donc, en les choisissant, normalement, vous vous garantissez d'intégrer le marché de l'emploi. Les métiers en tension, vous allez le voir également, donc on va vous détailler un petit peu plus ce qu'on entend dans chacune de ces trois catégories. Mais donc les métiers en tension correspondent à ceux qui ont des difficultés de recrutement. Il y a donc plus d'offres que de demandeurs qui s'y positionnent. Donc on va parler d'une pénurie de main-d'œuvre. Et donc Marlène, peux-tu nous en dire plus sur les métiers dits émergents? Alors, les métiers dits émergents, de quoi est-ce qu'on va parler?
ça va être des métiers qui apparaissent suite à des innovations technologiques ou l'invention de nouveaux usages, avec par exemple soit un métier qui n'existait pas jusqu'à présent, pas du tout, et qui voilà, est apparu récemment dans son périmètre, soit c'est un métier qui va découler d'une hybridation de plusieurs métiers ou d'une recomposition complète des activités de ce métier. Ces métiers émergents, ils vont permettre aussi de répondre aux besoins en compétences du marché du travail et sécuriser des parcours professionnels des actifs. C'est ce que tu disais tout de suite, Laetitia, avec effectivement, on va pouvoir trouver des postes plus facilement et pérennes. Donc, c'est vraiment pas voilà, un métier qui va être émergent, c'est pas un métier en tension. C'est un métier dont le secteur est en pleine expansion ou un métier qui va manquer d'attractivité, mais il peut voilà, répondre à des caractéristiques compte tenu de son émergence ou de sa forte évolution. Il y aurait 3 composantes du métier en fait. Le périmètre des activités dans lequel s'exerce le métier, les activités du métier en elles-mêmes et les compétences requises pour l'accomplissement de ces activités. Donc on est vraiment sur des métiers qui apparaissent en fait, qu'on ne connaissait pas forcément jusqu'à présent. Donc, ces métiers dits émergents, il y a un contexte d'identification. France Compétences a consulté l'ensemble des acteurs des compétences pour établir une liste des métiers émergents ou en particulière évolution. Donc déjà, qu'est-ce que c'est France Compétences? Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne connaissent pas France Compétences. France Compétences, c'est l'unique instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cette instance, elle a été créée au 1er janvier 2019 dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et France Compétences a pour mission d'assurer le financement, la régulation et l'amélioration du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage. France Compétences va solliciter des branches professionnelles, des entreprises, des organismes de formation, des observatoires, des cabinets d'études pour justement identifier ces métiers dits émergents. L'ensemble de ces métiers répond à une ou plusieurs thématiques dans le cadre d'un appel à contribution. Ça peut être ou en lien avec un contexte, par exemple dans le cadre de la transition écologique, énergétique et environnementale, dans le cadre de la transformation numérique, dans le cadre de la modernisation des réseaux, des infrastructures, aussi du fort essor des services à la personne, ou alors dans le cadre de la relocalisation d'activités productives en France. Alors, Voilà on a pour les décidé de vous métiers faire émergents. jouer un peu dans le chat. Donc, on va vous poser une question et vous demander de répondre directement à l'écrit dans le chat. Donc, selon vous, quels sont les métiers émergents en France? Alors, non, Aurélie, ce n'est pas normal que votre écran soit noir. Donc, Manon nous dit le digital, la cybersécurité, les métiers du numérique, l'hôpital, l'intelligence artificielle, le digital revient beaucoup, l'informatique revient beaucoup, la RSE, auxiliaire de vie, donc la robotique, l'environnement, l'agriculture, point d'interrogation, l'aide à domicile, monteur en vélo, le marketing digital, la RSE. On retrouve quand même pas mal les mêmes métiers qui reviennent dans le chat. Vous êtes tous très inspirés en tout cas. Jardinier, insertion professionnelle. Est-ce que tu leur donnes la réponse, Marlène? Alors effectivement, on a des métiers, vous avez tous bien répondu, puisqu'on va être vraiment sur des secteurs dans le domaine de l'environnement, de l'industrie également, du bâtiment. On distingue 23 métiers émergents dans ces thématiques-là. Donc, bâtiment, à savoir diagnostiqueur de produits de matériaux déchets issus des bâtiments, préparateur en déconstruction, ouvrier de la construction modulaire hors site, expert en digitalisation et exploitation des bâtiments, par exemple. On va avoir aussi dans le domaine de l'industrie les architectes des systèmes d'information dans les processus industriels, les architectes Internet des objets, chargés de process numériques de production en plasturgie, des techniciens en électronique, responsables de développement industriel en bioproduction, techniciens en bioproduction, techniciens en conception d'études et développement électronique. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très large. Et peut-être qu'il y a des métiers que je vous ai cités que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Dans les autres,
au niveau de l'environnement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de réponses plutôt vertes, hein, d'après ce qu'on a pu voir. On va noter animateur formateur en technologie agricole, donc agriculture, pourquoi pas, hein, paysan herboriste, agriculture, agent valoriste des biens de consommation courante, chargé de recyclage en production plasturgie, technicien chef de projet en rénovation énergétique, contrôleur technique des installations et équipements des énergies décarbonées et technicien valoriste du réemploi. Donc des métiers vraiment très, très divers. D'autres secteurs aussi qui sont concernés, animateurs e-sport. Alors là, rien à voir avec les 3 secteurs qu'on a donnés, hein, puisqu'on est plutôt dans le domaine culturel, jeux vidéo, électrobobinier, intervenant médico-technique à domicile pour les prestataires de santé à domicile également. Donc, vous voyez des métiers qui sont vraiment émergents, en forte évolution, qui sont retenus pour cette année et qui vont toucher les différents secteurs que vous avez pu verbaliser durant notre petite question. Un autre Alors, petit sondage, Laetitia. est-ce que vous avez tout noté, donc ce que Marlène vous a dit? J'imagine que non, donc ça allait vite, ne vous inquiétez pas. Donc on vous met dans le chat le lien vers les métiers dits émergents. Donc si vous voulez en savoir plus sur les missions principales de ce métier, pourquoi est-ce qu'il est émergent, vous avez la liste dans le lien que je viens de vous annoncer, que je viens de vous poster. Donc, voilà, l'objectif. Et on a aussi les métiers porteurs. Donc là, à voir au niveau des métiers porteurs, on est sur un contexte un petit peu différent. C'est un métier qui a un fort potentiel de recrutement avec des fortes perspectives d'emploi. Ça veut dire qu'il fait partie des métiers qui sont recherchés par les entreprises ou qui ont vocation à se développer dans les années à venir. Alors, du coup, donc sur les métiers porteurs, à votre avis, quels sont les métiers porteurs en France? On recommence donc un petit sondage. On vous laisse répondre dans le chat. Donc, vous l'avez compris, les métiers porteurs et les métiers émergents, ce n'est pas pareil. Donc, les métiers porteurs, ce sont ceux qui ont un fort potentiel de recrutement, de fortes perspectives d'emploi. Donc, la santé, le soin, technicien de maintenance, le BTP, la cybersécurité, la cuisine. On retrouve quand même des métiers assez proches de ce qu'on avait vu déjà tout à l'heure. Métier de l'informatique. Alors, du coup, c'est bien parce que certains posent des questions et j'imagine qu'on y répond au fur et à mesure. Donc, Céline qui voulait avoir la liste des 23 métiers, on lui a répondu. La liste des métiers émergents pour Christelle, on lui a répondu également. Et est-ce que nous pourrions avoir la liste des métiers par Myriam? C'est bien, vous avez à peu près tous la même demande. La même question. La même question et normalement, il est bien prévu que vous ayez toutes ces listes. Alors, Marlène, est-ce que tu dévoiles le mystère du coup? Quels sont les métiers porteurs en France? Alors, on a plusieurs métiers porteurs en France qu'on peut répartir suivant 2 catégories, ce qu'on appelle un petit peu dans notre jargon, les poids lourds, c'est-à-dire les principaux gisements de recrutement, là où il va y avoir un volume d'offres d'emploi important, et les Formule 1, c'est-à-dire ceux où il y a des progressions très fortes. Voilà, Formule 1, on a une idée de vitesse, hein, des progressions très fortes dans les recrutements. Et là, on est sur une offre qui a été une étude qui a été faite sur les offres d'emploi cadres publiées sur l'APEC entre 2019 et 2022, avec un résultat par métier pour lequel voilà, on a pu identifier différents postes. Et on va vous mettre les liens vers les études hein, dans le chat si vous voulez bien, par rapport pour que vous puissiez identifier plus précisément ces métiers. Mais sur la slide suivante, déjà, vous avez une idée un peu des métiers porteurs. Oui, alors juste, je vous préviens, je vais changer les liens parce que je me rends compte que, hop, ils ne sont pas bons, le lien que je vous ai donné tout à l'heure, mais je vous en remets d'ici un tout petit instant. Voilà, donc pas de panique pour ceux qui ont déjà écouté. Pour ceux qui ont déjà essayé de cliquer, et si ça ne fonctionnait pas, je vous renvoie de suite les nouveaux liens. Donc là, on est sur cette slide, on est sur les poids lourds, c'est-à-dire les familles de métiers porteurs par le nombre d'offres concernées. Il y a 16 métiers
16 familles de métiers qui totalisent chacune plus de 8000 offres d'emploi publiées en 2021. Donc, on a en priorité développeurs, développeuses, comptables, chargés d'affaires, les métiers commerciaux, chefs de projet informatique, conducteurs de travaux, contrôleurs de gestion. Peut-être que voilà, vous pouvez identifier certains métiers qui vous parlent ou qui vous intéressent. Donc, gestionnaire de paie également, technico-commercial. Donc là, on est sur les métiers poids lourds avec un volume d'offres qui représente 30% de l'ensemble des offres d'emploi en 2022. Sur les Formule 1, donc là, on est sur des métiers où effectivement, il y a une forte demande d'un seul coup, avec ingénieur industrialisation, analyste financier, acheteur industriel, data analyst, ingénieur en mécanique, par exemple, responsable du recrutement également, infirmier, infirmière. Donc, ça recoupe certains métiers que vous avez pu citer lorsqu'on vous a posé la question tout à l'heure, ce que vous avez pu nous dire dans le chat. Et là, on est aussi sur des postes comme acheteur, acheteuse, consultant en organisation. Vous voyez un petit peu l'évolution de ces offres juste dans les parenthèses en fait. Donc là, ça a été multiplié entre 1,4 et 1,7. Donc on voit qu'il y a une véritable augmentation sur ces métiers durant l'année passée. Alors du coup, on va juste répondre à Stéphanie rapidement. Donc Stéphanie souligne le fait que la liste est de 2022. Donc effectivement, Stéphanie, il n'y a pas non plus de révolution d'une année à l'autre, mais c'est vrai qu'en général, pour observer ce qui se passe pour un métier, bien souvent, voilà, les premières listes sont quand même faites avec un peu de recul. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que les métiers sont obsolètes. Elle est réajustée régulièrement, cette liste. Et puis l'année 2023 n'est pas encore terminée. On prend aussi un C'est petit peu ça. de recul. Alors, comment identifier ces métiers porteurs, Laetitia? Alors Comment est-ce oui, qu'on peut les identifier? merci. Donc effectivement, donc les métiers dits porteurs, eh bien, vous avez des instituts, des sites internet qui sont à consulter pour pouvoir trouver de manière la plus juste possible les métiers qui sont porteurs dans votre région. Tout d'abord, on a le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, pardon, qui publie donc une liste qui est régionale et qui est mise à jour régulièrement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas par rapport aux dates. On a également France Stratégie qui publie sur les métiers en 2030. Vous avez peut-être déjà entendu ce type de phrase, que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc sur France Stratégie, vous pourrez trouver cette liste. Pôle emploi également, qui a beaucoup d'études, beaucoup d'informations sur le marché de l'emploi, donc notamment le besoin en main-d'œuvre. Donc, on a la météo de Pôle emploi. Donc, Pôle emploi, un site internet qui est très riche là-dessus. Et d'ailleurs, je vais le lier au site Data Emploi, décrypter le marché de l'emploi, qui est aussi une émanation de Pôle emploi et sur lequel vous pouvez aussi vous informer plus spécifiquement sur certains métiers, le métier dans votre région, quel est son taux de recrutement, quel est le taux de réponse aussi par rapport aux offres d'emploi des entreprises. Il y a également le site de la DARES qui dresse des portraits statistiques des métiers. Et j'en viens à présent à Transition Pro, qui est également dans le cadre des priorités de financement du dispositif, on va dire, le plus connu que nous portons. Nous avons donc des priorités de financement qui sont en lien avec les métiers dits porteurs, émergents, en tension. Alors, on s'y arrête un petit instant. Donc, Transition Pro Île-de-France, je vous ai dit, on existe depuis le 1er janvier 2020. Et parmi nos dispositifs phares, eh bien, il y a le PTP, le projet de transition professionnelle, qui s'adresse à un public de salariés. Je vais y revenir tout à l'heure un petit peu plus dans le détail. Je fais juste le lien maintenant pour vous dire que dans le cadre de nos priorités de financement, eh bien, nous donnons priorité aux personnes qui ciblent un métier qui a une forte perspective d'emploi, un métier émergent, un métier en tension. Donc, dans ce cas, si vous ciblez ce type de métier, vous aurez donc 3 points de priorité en plus pour vous donner un coup de pouce en termes de financement. Alors, comment savoir si votre métier est priorisé? Eh bien, on va parler de code ROM. Le code ROM, c'est le code quand vous passez par une formation, par exemple, un organisme de formation peut vous dire quel est le code ROM du métier que vous visez.
Si vous tapez sur Internet également un nom de métier code ROM, ça va vous renvoyer aussi vers le code correspondant. Donc, l'idée de ce code ROM, c'est ensuite d'en faire, de repérer le métier correspondant dans la liste des métiers qui sont dits porteurs à forte perspective d'emploi, émergents, attention, toutes ces appellations-là qui vous permettent de voir quels sont les métiers ciblés. Et sur le site internet de Transition Pro Île-de-France, eh bien, vous avez aussi cette liste qui s'y trouve. Alors, les métiers en tension, Marlène, est-ce que tu peux nous en dire plus? De quoi parle-t-on? Alors, les métiers en tension, ce sont vraiment des métiers qui cherchent à recruter, à embaucher des salariés, mais qui connaissent des difficultés de recrutement, souvent par manque de candidats, parce que les profils ne correspondent pas aux attentes des recruteurs. Donc, on est vraiment sur un métier où finalement l'entreprise ne va pas trouver de profil qui correspond à sa demande, qui correspond à son attente. Et sur certains secteurs, on a vraiment une pénurie de candidats. Et donc, je te laisse la main, Laetitia, pour notre dernière petite question. Oui, alors on recommence dans le chat. Selon vous, qu'est-ce qu'un métier en tension et comment le définit-on? Donc ce coup-ci, on n'est pas forcément sur des noms de métiers, mais selon vous, oh si, est-ce que vous avez des exemples? C'est bien, c'est parfait. Médecin, métier du bâtiment, la santé, les métiers manuels. En fait, c'est rigolo. Au final, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes Un quand peu même les en mêmes soi. secteurs. Exactement. L'hôtellerie, manque de personnel qualifié. Alors oui aussi, c'est ça qui peut faire un métier en tension. On va prendre par exemple le cas des métiers de la médecine. En effet, il y a une tension parce que le temps que les personnes soient formées, eh bien, il y a une pénurie pour certains métiers, par exemple du domaine de la santé, puisque les formations sont longues, particulièrement dans le cadre de ces métiers. Métier de la petite enfance, informatique, santé. Leïla a tout mis. Bravo, Leïla. Salaire peu attractif. Alors là, par contre, on va pas forcément rentrer dans les causes de pourquoi le métier est en tension, parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs raisons, Plusieurs mais facteurs. voilà, on va plus vous aiguiller à savoir quels sont les métiers en tension, peut-être vers lesquels est-ce que vous pourriez aller. Je te laisse reprendre la main, Marlène, pour en dire un petit peu plus, notamment avec Merci. Pôle emploi. Merci Laetitia. Et oui, tout de suite, il y a Emmanuel qui me disait, mais en fait, ce sont des métiers avec minimum bac plus. Est-ce qu'il y a des emplois avec moins de qualifications? C'est vrai que notre étude précédente, elle se basait sur les résultats de l'APEC. Donc, vous allez pouvoir trouver des infos sur les sites qu'on vous a partagés, hein, et notamment sur Pôle emploi qui fait chaque année une enquête en besoin en main-d'œuvre. C'est un élément qui est capital, hein, pour mieux connaître le marché du travail. Ça permet d'anticiper les difficultés de recrutement, d'améliorer donc l'orientation des demandeurs d'emploi vers certaines formations ou des métiers qui vont être vraiment en lien avec les besoins du marché, et aussi d'informer les demandeurs d'emploi évidemment sur l'évolution du marché du travail et les métiers porteurs. Et sur cette enquête, on peut faire différentes recherches, hein, par zone géographique, par métier, par secteur d'activité. En fait, chaque année, Pôle emploi va adresser un questionnaire aux établissements pour connaître leurs besoins en recrutement. Et ça, par secteur d'activité et par bassin d'emploi. Et sur les 2,4 millions d'établissements qui entrent dans le champ de l'enquête, il y a plus de 420 000 réponses qui ont été collectées et exploitées pour toute la France. Donc, vous allez avoir vraiment une image des besoins sur le territoire français, en fait, grâce à cette étude. Comment identifier les métiers en tension? Eh bien, on fait un comparatif, hein, par rapport au volume de recrutement, notamment par rapport à l'année précédente. On a cette année les projets de recrutement sur 2023, donc l'année qui est encore en cours. Je suis désolée, hein, on n'aura pas encore 2024, il va falloir patienter un petit peu. On a 72% qui vont concerner des emplois durables. C'est un point de plus par rapport à l'année précédente, soit 2021. Et aujourd'hui, ce qui est ressorti sur cette étude, c'est qu'il y avait plus de 3 établissements sur 10 qui envisageaient d'embaucher, contre 3, un petit peu plus l'année précédente, et 7 projets
concernent, sur 10 de recrutement, vont concerner des entreprises de moins de 50 salariés, des établissements de moins de 50 salariés. Donc plutôt des petites structures, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres. On a aussi des différences de recrutement au niveau des secteurs. Vous allez avoir des secteurs qui vont recruter davantage que d'autres, avec notamment une amplification pour le commerce, la réparation automobile, l'hôtellerie-restauration et une baisse des souhaits de recrutement dans l'administration publique et l'enseignement, le commerce de détail, le caoutchouc et le plastique, par exemple. On a un top 10 des métiers les plus recherchés par les employeurs. Donc, on va sûrement retrouver ce que vous nous avez cité lors de notre petit sondage. En premier, les serveurs de café et restaurants, les viticulteurs, arboriculteurs, salariés, cueilleurs, donc des emplois plutôt saisonniers, les aides apprentis, employés polyvalents dans le domaine de la cuisine, les agents d'entretien de locaux, y compris les ATSEM pour les personnes qui ont des enfants en bas âge. Vous savez ce que c'est qu'un ou une ATSEM. Ce n'est pas toujours une ATSEM, ça peut aussi être un. Les agriculteurs salariés, ouvriers agricoles. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'agriculture. C'est toujours présent. Également les aides à domicile et les aides ménagères, les aides-soignants. Donc, on a aussi une représentation du domaine de la santé. Tout ce qui va être animation socio-culturelle, animateurs, directeurs de centres de loisirs, tout ça, ce sont des métiers qui sont effectivement en tension. Les ouvriers non qualifiés, emballage, manutentionnaire et en dernier, les cuisiniers. C'est un secteur qui est très demandé. Donc, on a une forte répartition, une forte représentation au niveau du service, notamment au sein des services aux particuliers, mais également les services aux entreprises. Ensuite, plutôt le commerce, les métiers de l'industrie, la construction et l'agriculture. Donc comme ça, vous voyez que vous avez 6 secteurs qui sont finalement en tension. Et là, il y a Olga qui nous demande s'il n'y a pas de métier en tension pour les cadres. Maintenant qu'on est passé sur les niveaux autres que cadres, on a la demande pour les cadres. Eh bien, Alors, Olga, du je pense que coup, vous pourrez vous reporter aux études de l'APEC pour répondre à votre question. oui, et puis n'oubliez pas que là, en fait, Marlène a parlé des 10 métiers les plus recherchés, donc en effet, il y a peut-être pas de métier cadre là-dedans. Par contre, elle a parlé aussi de secteurs. Dans les secteurs d'activité, il y a bien sûr des métiers cadres qui peuvent s'y trouver aussi. Donc n'hésitez pas à croiser les données. Il y a effectivement des métiers en besoin de recrutement qui sont aussi pour les cadres. Merci, Laetitia. Je t'en prie. Donc, au niveau des métiers, toujours sur les métiers en tension, on a toujours, depuis 5 ans, c'est toujours difficile pour le recrutement des infirmiers, des cadres infirmiers, des puéricultrices, les employés libre-service également et agents de service hospitalier. Donc, on vous a mis un petit peu les motifs de difficulté de recrutement selon les recruteurs. Donc, pour 85%, les recruteurs estiment qu'il y a un nombre insuffisant de candidats, qu'ils n'ont pas un profil aussi à 79%, un profil qui convient au poste. Et ça, c'est en augmentation, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'adéquation qui se fait entre le poste et la candidature reçue. La question des conditions de travail aussi se pose. Et ce qui est constant, c'est le déficit d'image pour certains métiers, parfois un manque de moyens financiers et une difficulté aussi par rapport à l'accès au lieu de travail. Je pense par exemple à tout ce qui va être service à domicile. Effectivement, il faut avoir le permis et ça peut être une difficulté pour pouvoir mettre en place ce projet quand on n'a pas le permis. Donc, ce Alors, ce qu'il qu'il y a à faut retenir. retenir et pour répondre donc en partie déjà pour commencer aux questions qui étaient posées, donc ce qui va être important, c'est de bien vous dire qu'il faut utiliser des sources fiables pour vous informer. Donc c'est bien pour ça qu'on vous a donné des listes. Parfois, il peut y avoir des informations qui circulent sur Internet. Si ce n'est pas une source fiable, eh bien, ce n'est pas forcément à partir de ce site Internet-là que vous allez pouvoir construire un projet en vous disant il y a bien des offres d'emploi qui vont m'attendre à la sortie. Donc, utilisez des sources
fiables pour vous informer, et on vous a donné des listes qui sont épluchées, détaillées, qui ont été éprouvées aussi avec plusieurs acteurs de l'emploi et de la formation et qui sont présents quelle que soit la région où vous vous trouvez actuellement. Ce qui va être important également, ça va être d'investiguer votre bassin d'emploi, puisque là actuellement nous sommes sur un webinaire qui s'adresse donc à métropole et à l'outre-mer, et donc il peut y avoir des métiers qui recrutent dans certaines régions et qui ne vont pas être ceux qui vont être recrutés dans d'autres régions. Ça va également répondre à ce que j'indiquais à l'une d'entre vous, donc c'était à Manon, qui demandait les métiers prioritaires, notamment dans le cadre du PTP, ce à quoi je lui ai répondu d'aller sur le site du Transition Pro de sa région. D'identifier aussi les compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Donc ça également, ça va être important de vous dire que dans le métier qui vous plaît, il y aura peut-être des compétences aussi à obtenir parce qu'elles sont recherchées par les recruteurs, et peut-être que c'est par là que vous allez aussi pouvoir débuter votre réflexion sur une formation ou non dans le cadre d'un projet professionnel. Dans le cadre d'un projet professionnel, vous avez aussi intérêt à connaître les métiers en tension et qui sont porteurs, parce que ça facilitera l'obtention d'un financement. Donc si notamment vous êtes salarié, notamment avec Transition Pro, si vous êtes demandeur d'emploi, ce qui est valable aussi avec les financements de Pôle emploi ou de la région, ça va vous permettre aussi de sécuriser votre parcours de reconversion, parce que au-delà d'opérer une reconversion, j'imagine que ce que vous attendez aussi, c'est de retrouver un emploi à l'issue de cette reconversion. Donc cibler un métier en tension ou un métier porteur, c'est vous garantir quelque part une reconversion sécurisée, puisque vous trouverez un emploi plus facilement que si vous ciblez un métier qui n'est pas en besoin d'un recrutement. Ça m'amène justement à vous parler un petit peu plus du PTP, donc voilà, comme je vous en ai un peu parlé jusqu'à présent. Alors le PTP, ça existe depuis le 1er janvier 2019, ça remplace le CIF, ça signifie projet de transition professionnelle, c'est un dispositif que vous pouvez trouver dans toutes vos régions dans le Transition Pro qui correspond à votre lieu de résidence ou au lieu de siège de votre entreprise, et ça s'adresse à des salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, en CDD en emploi, intérimaire ou intermittent du spectacle. Si vous êtes dans l'une de ces catégories, eh bien, vous pouvez accéder au projet de transition professionnelle qui est mobilisable à Transition Pro. L'idée de ce dispositif, c'est de vous permettre de vous absenter de votre poste de travail, de demander une autorisation d'absence si vous êtes en CDI par exemple, afin de suivre une formation diplômante, certifiante, dont l'objectif est de vous permettre de changer de métier. C'est bien là où on va parler de reconversion. L'avantage de ce dispositif, c'est que vous pouvez obtenir à la fois la prise en charge du coût de votre formation et le maintien de votre rémunération. Alors comment ça marche, on va y revenir dans un instant. Sachez en tout cas que si vous êtes en emploi en CDI, pour votre employeur, ça ne représente pas un coût, puisque Transition Pro remboursera à votre entreprise votre rémunération qui sera versée pendant la formation avec les charges patronales incluses. Donc pour votre employeur, il n'y a pas de risque financier à vous laisser réaliser donc une reconversion professionnelle. Alors notre rôle à Transition Pro, ça va être déjà de vérifier que vous remplissez bien les conditions d'éligibilité au dispositif. Ça va être également d'analyser la qualité du projet de reconversion que vous nous présentez. L'idée, c'est pas de faire une demande de financement, c'est pas non plus de présenter un projet de formation, c'est de nous expliquer quel est votre projet de reconversion, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour le valider, est-ce que vous avez fait des enquêtes métiers, est-ce que vous avez analysé le marché de l'emploi, est-ce que vous avez eu peut-être une immersion professionnelle, est-ce que vous êtes en capacité de nous expliquer plus en détail le métier et pourquoi est-ce qu'il peut vous correspondre à l'issue de la formation. Donc tout cela, on va considérer qu'il s'agit de la qualité de votre projet de reconversion. Notre troisième rôle, ça va être de décider de l'attribution de financement des projets via notre commission paritaire. Donc une commission paritaire, ce sont des représentants d'organisations syndicales, de salariés et patronaux qui vont donc siéger à l'intérieur d'une même commission, qui vont entendre les projets qui sont présentés et qui vont décider de financer le projet
ou bien de ne pas le financer. Si il y a un refus de financement, eh bien sachez que ce refus sera motivé par une raison qui va vous permettre, si vous représentez un nouveau dossier, de travailler sur les motifs de refus qui vous ont été annoncés. Donc sachez aussi que ces décisions de financement malheureusement nécessitent aussi de l'arbitrage financier. Vous l'avez peut-être compris, il peut y avoir beaucoup de demandes qui nous sont présentées et pour ces demandes, eh bien, il nous faut faire des choix. Dans le cadre de nos priorités de financement, eh bien, nous avons une aide à l'arbitrage qui peut être possible. Et je vous le disais tout à l'heure, en priorité numéro 8, nous donnons un coup de pouce supplémentaire aux personnes qui se dirigent vers un métier en tension, porteur ou émergent, et dont la liste se trouve sur les sites internet des Transitions Pro. Enfin, en dernier rôle qu'on va avoir, ça va être le financement. Donc, on va rémunérer, on va payer le coût de votre formation directement à l'organisme de formation et nous allons aussi nous assurer du maintien de votre rémunération durant votre parcours de formation. Alors, comment ça marche? Donc, on prend en charge tout ou une partie des frais de formation. Pourquoi tout ou partie? Parce qu'il y a quand même des plafonds. Les plafonds, ça peut être en termes de taux horaire, en termes de coût global et également en plafond selon le niveau de votre rémunération. Si votre salaire dépasse 2 SMIC bruts, eh bien, nous appliquerons un plafond dans notre prise en charge et également, vous aurez sans doute un coût qui va rester à votre charge aussi pour participer au financement de votre projet. Sachez qu'il y a des conditions d'ancienneté à respecter selon votre contrat de travail et qu'il y a un délai de dépôt de dossier également lié au type de contrat que vous avez. Tout ça pour vous dire qu'un projet, ça se construit dans le temps. Vous ne pouvez pas vous dire dans une semaine, je vais faire cette formation et je vais déposer à Transitions Pro, ça ne fonctionne pas. Il y a donc un délai à respecter. Si vous êtes en CDI, nous devons recevoir votre dossier complet 3 mois avant le démarrage de votre formation. Si vous êtes en CDD, c'est 2 mois avant. Sachez enfin que Transitions Pro mobilisera automatiquement votre compteur CPF. Que celui-ci soit à 0 €, 500 €, 5000 €, ça ne fera aucune différence pour nous en termes de décision. Par contre, si vous obtenez un accord de financement, votre compteur sera intégralement vidé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le PTP. Merci Laetitia. Alors, il y a plusieurs questions, si tu veux bien répondre Bien en sûr. direct, parce qu'il y en a qui ont quelques questions, notamment Myriam qui demande s'il est possible de se former plusieurs fois avec le PTP, plusieurs fois dans sa vie professionnelle. Est-ce qu'on peut en faire plusieurs dans sa vie? Alors effectivement, Myriam, c'est une bonne question. Donc, vous ne pouvez pas déposer un dossier PTP tous les ans, tout simplement parce qu'il s'agit d'un dispositif qui a une vocation d'équité pour permettre à chacun de bénéficier de ce dispositif au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui a déjà fait une demande et qui a obtenu un financement sera de fait moins prioritaire que quelqu'un qui vient pour la première fois. Sachez également qu'il y a un délai de carence à respecter entre 2 demandes de PTP pour que votre dossier soit recevable. Et on est bien d'accord, Laetitia, ce dispositif, il s'adresse aux personnes qui sont en CDD, CDI, intérim et intermittents du spectacle. Tout à fait, tout à fait. Alors, petite astuce malgré tout, si vous travaillez pour une structure publique, alors que vous n'êtes pas fonctionnaire, du coup, Mélanie, j'en suis désolée. Donc, si vous travaillez pour une structure publique avec un contrat de droit privé, vous êtes éligible à ce dispositif également. Et malheureusement, dans le cadre de la fonction publique, ce sera principalement avec votre service ressources humaines qu'il faudra voir pour des financements. Nathalie demande si elle peut bénéficier du PTP alors qu'elle est en arrêt de travail. Eh bien oui, Nathalie, vous pouvez tout à fait. D'ailleurs, on a fait un webinaire hier avec Marlène de Groupement Évolution et Julie du Cap Emploi pour parler justement de ce sujet. Donc l'idée, ça va être de vous faire accompagner par un CEP parce que ça sera beaucoup plus, vous aurez plus de facilité à comprendre les différentes étapes. Vous devez avoir l'accord de l'assurance maladie pour suivre un PTP pendant votre arrêt de travail. Donc c'est l'assurance maladie qui déterminera si c'est possible ou non. Et si ce n'est pas possible de la part de l'assurance maladie, si l'assurance maladie ne vous donne pas l'accord, vous pouvez en effet sortir de votre arrêt de travail pour déposer une demande de PTP.
Le PTP, ça fonctionne aussi pour les indépendants? Dernière question, Laetitia. Alors non, 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 vous devez être salarié en CDI, en CDD, en emploi. Donc attention, hein, ça fait partie des différences aussi avec le CIF. Vous devez être en emploi, en CDD pour y prétendre. Et par exemple, je vais répondre à la question que j'ai ratée du coup. Je répondrai aux autres questions par écrit si vous le voulez bien, comme ça on va pouvoir avancer aussi sur la suite du webinaire. 6 mois de CDI, voilà, de Vanessa. Vous êtes salarié en CDI depuis 6 mois, eh bien pas encore Vanessa, vous devez avoir au moins 1 an chez votre employeur actuel pour prétendre donc à une demande de formation dans le cadre du PTP. Donc là, on est vraiment dans le code du travail au-delà des règles de transition pro. Dans le code du travail, c'est la règle. Alors, le délai de Merci pour carence toutes ces entre deux précisions. demandes de PTP, je vais juste répondre oralement à ça. C'est un calcul un peu savant. En gros, ça va dépendre de la durée de votre formation. Plus votre formation est longue, plus le délai de carence va être long aussi. Il ne peut pas excéder 6 ans. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Laetitia. Merci beaucoup. Donc, si aujourd'hui vous souhaitez choisir une formation, construire des étapes dans votre parcours, peut-être travailler sur vos compétences ou évoluer dans votre entreprise ou être accompagné dans le cadre, par exemple, d'un projet de transition professionnelle, mieux connaître le marché de l'emploi sur votre territoire, sur votre zone, par exemple, pour vous rapprocher de votre domicile et donc changer peut-être de métier, de poste, évoluer dans votre métier. Toutes les questions que vous pouvez vous poser à un moment ou un autre dans votre vie professionnelle, il y a un acteur qui va pouvoir vous accompagner, vous guider par rapport à ça, un service qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle et qui est la porte d'entrée à tous les dispositifs et notamment par rapport au projet de transition professionnelle dont vous a parlé Laetitia. Le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui va s'adresser aux salariés et aux indépendants qui souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle, qui ont des questions telles que celles que je vous ai présentées précédemment et qui vont vouloir mettre en place une stratégie pour évoluer, pour changer. L'objectif, c'est la première des choses à retenir, c'est que c'est gratuit. Donc, on ne vous demande rien, on ne ponctionne pas votre compte personnel de formation pour mettre en place ce service. C'est un droit auquel vous pouvez accéder et ça fonctionne sur l'ensemble du territoire. Que vous soyez aux Antilles, à Strasbourg ou à Marseille, vous avez accès au même service. C'est gratuit, c'est confidentiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de prévenir son employeur qu'on fait appel à un conseiller en évolution professionnelle. Ce qui se dit entre vous et votre conseiller, ça reste entre vous. C'est neutre, il n'y a pas de jugement au niveau de votre accueil, de votre projet. On vous guide pour que vous puissiez faire un choix éclairé, que ça soit en termes de formation, en termes de financement aussi par rapport à une formation. On voit ensemble ce qui va être le plus cohérent et puis aussi on va regarder pour que cette formation, ce choix de métier, ce choix de secteur, ça vous mène à un emploi qui soit pérenne, donc sur lequel il y ait des débouchés évidemment par rapport à votre lieu d'habitation peut-être. Donc une étude aussi du marché du travail dans votre zone. C'est aussi accessible puisque je vous l'ai dit, ça existe sur l'ensemble du territoire, que vous soyez voilà en Guyane ou à La Réunion, il y aura forcément un opérateur qui pourra vous guider. Donc, il y a plusieurs opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, Groupement Évolution, Réseau EVA, BGE, Anté-ARH, Mon CEP, La Réunion et Axis, qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Pour les cadres, c'est l'APEC qui est en charge de l'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Si vous avez moins de 26 ans, eh bien, quelle chance, profitez-en et vous pouvez contacter votre mission locale. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi qui s'occupe de mettre en place le conseil en évolution professionnelle. Et si vous êtes en cours de reconnaissance de travailleurs handicapés, ou que vous avez cette reconnaissance travailleur handicapé et surtout que votre handicap a un impact au quotidien sur votre poste, qui a besoin d'aménagements spécifiques pour vous maintenir dans votre poste, dans votre entreprise et en emploi, eh bien, c'est Cap Emploi qui peut vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Donc, tous ces interlocuteurs peuvent vous aider pour voilà, mettre en place votre évolution, pour faire un point sur vos compétences, mettre en place une reconversion ou une transition professionnelle telle que vous l'a expliqué Laetitia, mais aussi sur de la création ou de la reprise d'activité. Vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez ce projet, vous avez voilà, des questions, vous ne savez pas trop comment démarrer ce projet. La porte d'entrée, c'est le conseil en évolution professionnelle. Même chose, utilisez votre compte personnel de formation. Mais voilà, s'il y a un peu d'argent dessus, ça vous fait un petit peu peur, vous n'osez pas trop, vous n'êtes pas trop sûr de vous pour justement financer une formation qui soit certifiante, évidemment, eh bien, le conseiller en évolution professionnelle va être là pour vous accompagner sur ces étapes, pour vous guider aussi. Vous avez un poste en interne qui vous intéresse dans votre entreprise. Vous n'osez pas trop postuler, vous dites, bah, faudrait peut-être que je travaille mon CV, ma lettre de motivation, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Comment je fais pour me présenter à ce poste? Eh bien, il y a quelqu'un, un conseiller qui est là, qui est neutre, qui va vous accompagner justement pour valoriser vos compétences, pour faire un point sur ce qu'on appelle les compétences transférables que vous allez pouvoir mettre au service de ce nouveau poste et vous accompagner dans cette évolution en interne ou en externe si c'est votre choix de quitter votre entreprise. Ça peut être aussi pour préparer votre entretien professionnel. Vous savez, tous les 2 ans, il y a une obligation de faire un entretien professionnel avec, au sein de votre entreprise, que ça soit auprès de votre service RH ou auprès de votre responsable, pour balayer avec lui l'évolution de l'entreprise, mais aussi votre évolution à vous en termes de souhait de formation, de, de projection au sein de l'entreprise, de vos demandes, eh bien, cet entretien, vous pouvez le préparer en amont avec un conseiller en évolution professionnelle qui vous est dédié, parce que vous aurez toujours le même conseiller. Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est un conseil qui est, je pense que vous l'avez compris, hein, qui est individualisé, adapté, donc c'est personnalisé. Ça vous permet d'être dans un espace neutre, d'exprimer votre demande, votre besoin, d'avoir un premier niveau d'information tel qu'on vous l'a livré un peu aujourd'hui au niveau général, hein. Nous, on a parlé vraiment du territoire et des différents métiers en tension, émergents, donc les métiers d'avenir. Euh, sur l'ensemble du territoire, mais vous pouvez avoir une vision à une moindre échelle sur votre territoire à vous, avec votre conseiller en évolution professionnelle. Et puis voir aussi ce qui existe comme offre de formation. Les dispositifs de financement, vous vous interrogez au niveau du financement. Eh bien, le conseiller, il est là pour ça aussi, pour vous aider à vous projeter d'un point de vue financier et voir comment vous allez pouvoir financer votre projet. Et on vous accompagne sur toute une durée. Ça veut dire qu'on voit avec vous les différentes démarches qui sont à mettre en place et comment les organiser du point de vue du calendrier puisque comme Laetitia vous l'a dit, hein, tout ça, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas effectivement faire une demande de PTP une semaine à l'avance. Il faut à peu près 4 mois quand même. Donc de l'anticipation, du temps aussi pour mettre en place un projet, c'est important de ne pas faire les choses trop rapidement. C'est du temps de gagner pour la suite. Donc ça, c'est très important aussi de se dire que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il faut un temps de réflexion. Il faut aussi, par exemple, peut-être pour valider un projet, j'en ai pas parlé, mais je le glisse là, faire une période d'immersion en entreprise, un stage, pour découvrir ce projet, ce métier, se confronter un peu à la réalité. Ça peut être intéressant aussi pour vous se rendre compte que oui, ce métier, je peux le faire et en fait, non, il ne correspond pas à l'idée que je m'en faisais. Aussi, donc faire un choix. C'est un cas d'accompagnement personnalisé pour vous donner vraiment un accès à la formation, une analyse de votre projet et construire un plan d'action pertinent et maintenir aussi une dynamique et se sentir aussi moins seul dans le cadre de ce projet. Oui, Oui, excuse-moi Marlène, je te propose de rester un instant sur cette slide et de pas répondre de à quelques souci. questions qui arrivent. Alors bon, les questions arrivent un petit peu de toutes parts, dans le chat, dans les questions. Dans Donc les questions, oui, j'ai vu que tout le monde ne respectait voilà, pas la règle. essayez s'il vous plaît d'écrire vos questions dans les questions parce que dans le chat, c'est plus difficile à suivre dans le fil. Alors, est-ce que Marlène, tu peux expliquer les différences qu'il existe entre un bilan de compétences et un CEP? Donc, quelqu'un dit, Oui, vous marchez sur les plates-bandes du bilan de compétences. C'est quoi la différence entre les deux? alors vous marchez sur les plates-bandes. Alors, la première des choses, c'est que le bilan de compétences est payant. Vous allez mobiliser par exemple votre compte personnel de formation pour financer un bilan de compétences, peut-être à hauteur de 2 500, 3 000 euros. Le bilan de compétences, il dure 24 heures, il peut s'étendre sur 3 mois par exemple.
24 heures d'accompagnement. Sur le CEP, on est sur une durée plus courte avec en moyenne 12 heures d'accompagnement, donc à la moitié, et surtout c'est gratuit. Et donc il n'y a pas de concurrence entre les deux. Ce sont alors le bilan de compétences, c'est un dispositif, hein, c'est un outil. Le CEP, c'est un service. Bon, j'insiste sur ce mot, hein, parce qu'il y a cette notion de gratuité. C'est un service, hein, qui est à votre disposition. Vous pouvez tout à fait aller voir un conseiller en évolution professionnelle pour lui demander s'il pense que qu'un bilan de compétences serait adapté à votre situation, à votre questionnement. Et souvent, le conseiller en évolution professionnelle, il le sent, il va vous dire, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est peut-être un peu flou pour vous, ça pourrait être pertinent que vous fassiez un bilan de compétences. Et auquel cas, vous allez faire votre bilan de compétences et après, vous revenez voir votre conseiller en évolution professionnelle pour peut-être mettre en place ce qui est ressorti de ce bilan de compétences, que ça soit une orientation vers un métier ou une sensibilité vers un secteur, pour aller plus loin et être dans une démarche, je dirais, plus active et plus en lien, plus opérationnel finalement par rapport au Mmh. métier. Donc, vous voyez, c'est vraiment complémentaire. On peut aller voir son conseiller en évolution professionnelle avant, ce que je vous conseillerais. Parce que peut-être que vous n'avez pas besoin forcément d'un bilan de compétences aujourd'hui. Peut-être que le rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle suffira à lever certains questionnements et à vous lancer sur une autre dynamique. Voilà, à répondre à vos premières questions. Et si Voilà, vous avez juste, besoin d'un... pardon, Oui, pour effectivement aller dans ton sens et répondre à la question de Céline. Donc, l'utilité d'un bilan de compétences, oui, bien sûr. Les bilans de compétences sont tout à fait une utilité et sont très adaptés pour certaines personnes qui en auront besoin. Et si vous avez un doute, alors soit vous pouvez aller voir effectivement un CEP qui, dans le premier échange, pourra vous le dire, hein, c'est ce qui se passe en général. Si un conseiller en évolution professionnelle, quelle que soit l'une des 5 structures, identifie que peut-être votre besoin serait davantage satisfait avec un accompagnement qui est plus long, qui est plus profond que ce que fera un CEP, il vous guidera pour faire un bilan de compétences. Et vous aurez tout à fait la possibilité de retourner voir le CEP par la suite. Ça ne veut pas dire fermer la porte que de choisir le bilan de compétences. Et si effectivement ça peut être une prestation suffisante, comme vous le disiez Marlène, eh bien vous pouvez très bien bénéficier du CEP gratuitement et non du bilan de compétences. Donc c'est pour ça que ça peut être la bonne porte d'entrée de voir un CEP d'abord. exactement. Alors, une question de Lucie. Peut-on avoir accès au CEP si on est demandeur d'emploi? Oui, en contactant Pôle emploi. Si vous êtes inscrite à Pôle emploi, vous pouvez tout à fait bénéficier du CEP puisque c'est Pôle emploi qui va être l'opérateur pour les demandeurs d'emploi. Alors, du coup, alors, je suis navrée, je pose des questions un peu en bazar parce que elles sont Mais vraiment ça dans le arrive de partout là. ça arrive de partout, c'est un peu compliqué. Alors, pardon, je te choisis une autre question. En plus, alors, blablabla, pardon. Comment choisir la bonne formation? Comment choisir la bonne formation? Alors ça, c'est aussi un choix personnel, la bonne formation. Qu'est-ce que c'est une bonne formation? Il y a des personnes pour lesquelles la bonne formation, ça va être en distanciel, d'autres pour qui ça va être en cours du soir à proximité de chez soi. Donc c'est très personnel cette question. Et là, le conseiller, il va vous accompagner en vous posant un petit peu des questions, en vous disant, bah, est-ce que vous êtes prête à faire des cours du soir? Est-ce que pour vous, vous êtes disponible les week-ends? Est-ce que vous avez envisagé un projet de transition professionnelle, donc passer sur une formation longue, à temps, en totalité sur le temps de travail ou partiellement sur votre temps de travail? Comment est-ce que vous voyez les choses? Le conseiller, il va être là pour vous aiguiller par rapport à la formation, par rapport peut-être à ses contraintes, vos contraintes aussi à vous d'un point de vue personnel, professionnel, pour que vous puissiez trouver une formule qui vous convient finalement, qui répond à vos attentes, tant en termes au niveau du programme de formation, parce que ça aussi, on est très vigilant sur ça, hein. L'objectif, c'est vraiment de confronter aussi les différents programmes de formation qui peuvent exister, en voyant avec vous si ce programme correspond exactement à votre objectif professionnel et puis aux attendus par rapport au poste visé en termes de compétences, par exemple. Donc ça, on est très vigilant, mais aussi par rapport à la temporalité. Quand est-ce qu'a lieu cette formation? Combien de temps elle dure? Le financement aussi. Combien est-ce qu'elle coûte? Comment vous allez la financer? Toutes ces choses-là, on les balaye avec vous dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour que vous puissiez faire un choix qu'on appelle, nous, éclairé.
Alors, merci Marlène. Et oui, Régine, les intervenants APEC sont bien également des CEP, des conseillers en évolution Exactement. professionnelle. Oui. Alors, une question de Nathalie qui l'a reposée plusieurs fois et qui s'en excuse. Les salariés de la fonction publique n'ont donc pas accès au CEP. C'est sa question. Non, vous n'avez pas accès au CEP, sauf si vous êtes sous contrat de droit privé. Par exemple, un CDD, droit de la fonction publique, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ou sauf également quand même, si je peux me permettre Marlène, si vous avez une autre casquette, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes en situation de handicap et vous travaillez dans la fonction publique, oui, vous avez accès à Cap Emploi, par exemple. Mm, mm. Si vous êtes, votre employeur a cotisé à Pôle Emploi, eh bien, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez avoir Pôle Emploi également. Donc voilà, c'est vraiment la question du double statut qui va pouvoir se poser. Mais effectivement, il n'y a pas de CEP qui a été créé pour la fonction publique. Ça va plutôt être les conseillers mobilité carrière, comme vous l'a indiqué une personne dans le chat, que vous pourrez aller solliciter. Alors, j'avais une autre question à te poser, Marlène. C'est c'est Anne Camille, pardon, qui demande indépendant. Est-ce que cela veut dire aussi que c'est accessible aux chefs d'entreprise? Oui, un chef d'entreprise peut aussi faire un CEP, mettre en place un conseil en évolution professionnelle. Pas de souci. Alors, ok. Alors, en fait, les personnes interagissent elles-mêmes entre elles. Oui, j'ai vu que certains se répondaient. C'est très bien, c'est très actif cet après-midi. Il y a beaucoup d'échanges, c'est très chouette. Donc, du coup, effectivement, je ne sais plus vraiment où chercher les questions. Alors, si, il y en avait une quand même qui m'a semblé assez intéressante pour peut-être déjà fermer ce webinaire s'il le faut. Du coup, je te laisse, Marlène, expliquer cette slide. Et en expliquant cette slide, peut-être pourras-tu répondre à une personne qui demande, quand on est en situation de handicap, est-ce qu'on va plutôt voir Cap Emploi ou quand on est en arrêt de travail, je crois que c'était ça, est-ce qu'on va plutôt voir Cap Emploi ou plutôt voir un autre opérateur? Un autre opérateur. Voilà, Okay. pardon, alors je reprécise, pardon. Emmanuel, je viens d'être Laetitia. licenciée pour inaptitude. Dois-je voir un conseiller CEP au Cap Emploi? Voilà. Alors, pour contacter un conseiller en évolution professionnelle et l'identifier par rapport à votre statut, votre situation, vous pouvez aller sur le site internet mon-cep.org. Là, en fonction de votre statut, vous pourrez effectivement voir si c'est plutôt l'APEC qui va vous accompagner si vous êtes cadre. Dans le cadre de la situation, c'est Emmanuel, tu m'as dit, hein, Laetitia, je me trompe Oui, pas. c'est ça. Emmanuel, comme il y a eu effectivement licenciement, ça peut être Pôle emploi qui va être votre interlocuteur, sachant qu'aujourd'hui, dans les pôles emploi, notamment Île-de-France, vous allez pouvoir avoir un échange avec un conseiller Cap emploi aussi. Certaines agences accueillent des conseillers Cap emploi. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, mais de toute façon, vous serez forcément, il y a une communication entre les opérateurs qui se fait. Donc, vous serez forcément orienté vers le bon interlocuteur. On peut imaginer que vous fassiez le premier rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi et qu'il vous redirige vers Cap emploi pour la suite. Tu veux ajouter quelque chose, Laetitia? Non, non, je t'en prie. Donc, ce site internet, pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec votre conseiller et pouvoir identifier l'opérateur par rapport à votre statut, votre situation aujourd'hui, mais aussi par rapport à votre région. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment la porte d'entrée à tout questionnement, toute réflexion par rapport à votre évolution professionnelle. Et surtout, c'est gratuit et à votre main, confidentiel. Donc, non, profitez-en. C'est vraiment, je dirais, confortable et souvent, ça redonne confiance aussi. Est-ce Tout à fait. qu'on a balayé, je pense, toutes les questions, puis on a déjà un petit peu dépassé. Alors, Donc, balayer toutes les Laetitia, questions, non, non, jamais, parce qu'il y en désolée. a beaucoup. Donc ça va être difficile. Par contre, je pense qu'on a vraiment balayé l'essentiel des informations avec l'idée que s'il vous manque des réponses, vous avez identifié un acteur qui est important et qui est à vos côtés tout au long de votre vie, pardon, et qui est donc le CEP. Donc, et par exemple, on avait une question de Aude qui disait, j'ai été cadre, mais aujourd'hui j'ai
je suis demandeur d'emploi, est-ce que l'APEC peut être mon CEP? Oui, tout à fait. Vous dépendez toujours de l'APEC, c'est possible. Donc sachez qu'effectivement, c'est l'avantage du secteur privé. J'en suis désolée en effet pour la fonction publique, mais vous avez un CEP qui peut vous accompagner tout au long de votre vie et qui pourra vous aider à identifier quelle est la bonne formation, le bon dispositif de financement aussi. Est-ce que c'est Transition Pro? Je répète d'ailleurs quelques réponses que j'ai données aussi dans les questions. Il y a un Transition Pro par région et le dispositif du PTP existe dans toutes les régions. Nos dispositifs sont les mêmes. Donc moi, j'ai parlé effectivement avec une slide avec le logo de l'Île-de-France, mais ça existe dans toutes les régions. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi par rapport au métier d'avenir à aller voir tous les sites qu'on a pu vous donner parce que ce sont des mines d'informations. Les listes sont mises à jour. Vous pouvez effectivement les consulter régulièrement. En fonction de votre région, ça peut évoluer, ça peut être voilà, différent d'une région à l'autre. C'est vraiment adapté par rapport au territoire. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, Laetitia, un grand merci pour cette nouvelle co-animation. Merci Merci à à toi, toutes et à Marlène. tous d'être venus aujourd'hui, nombreux, d'avoir posé beaucoup de questions, d'avoir favorisé les échanges. C'était très dynamique et très sympathique. Même Je vous entre invite, nous. oui, et je vous invite à vous reconnecter aux semaines de l'évolution professionnelle, donc le site internet semaine-évolution-professionnelle.fr pour assister à d'autres webinaires. Il y a plein d'autres thématiques et je vous rappelle les replays disponibles juste dans à peu près 2 semaines, le temps que tout soit bien calé. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et bonne continuation.